Alright. C'est live? Cool. OK, il y a des commentaires sur le côté. C'est live depuis 8 secondes. OK. Ouais. Bon. Alright. Mais j'imagine que ta mère est peut-être pas là tout de suite. Non. Donc, la maman de Vincent. La seule personne qui est confirmée pour le live, c'est ma maman. Fait qu'on va attendre. Je sais pas si on va l'avoir visionné. Fait qu'on va lui dire coucou. Je sais pas, maman, c'est... Ben, en fait, en tout cas. Francine, si tu es là, écris-nous un message. T'as l'air beau, sinon... OK, on est bien excités, c'est notre premier live. Un gros test. On l'enregistre à l'extérieur en même temps. Fait que si jamais ça fonctionne vraiment pas, on va avoir un backup de la discussion. Mais Ouais. c'est parti? C'est parti! Donc, en fait, on peut commencer comme ça. Pourquoi faire des lives? Pourquoi on fait un live aujourd'hui, Marc-Claude? Non, mais c'est moi qui te pose la question. En fait, c'est qu'on a fait un podcast ensemble qui a été publié hier. Et puis, on trouvait que la discussion s'était pas fermée complètement. C'était un peu une entrevue une entrevue de moi qui s'est un peu transformée en plus en discussion ouverte sur la maison, le design actif, puis une partie de mon parcours, puis on n'avait pas bouclé la boucle. Fait qu'on s'est dit, on va boucler la boucle à travers un live. Allô, Isabelle! Morning! Allez, Isabelle, est-ce que la qualité est passable? On sait pas du tout. On sait pas du tout. Dans le fond, est-ce que tu nous entends bien, puis est-ce qu'on voit bien? On sait pas. On sait toujours pas ce qu'on fait. On va se croiser les doigts. En tout cas, on va continuer. Fait comme je disais, c'est un live pour boucler la boucle. On s'est dit, on va faire une deuxième partie à cette discussion-là, mais on va la faire en live parce que c'est un concept qu'on veut essayer depuis longtemps. Fait que c'est ça. Ouais. Puis, comme je dis au début, si jamais ça fonctionne vraiment pas, que la qualité du live est pas bon, on l'enregistre quand même sur le côté en même temps. Fait que vous allez pouvoir le réécouter sur YouTube, ça sera pas perdu. OK. Merci, Isabelle confirme que ça va bien. La lumière impeccable. J'ai bien fait mon travail. Le son est bon. OK. Yes. Génial. OK, c'est parti. Fait que oui, les lives. C'est ça. On a fait un premier podcast ensemble. On a trouvé ça super le fun. En fait, ça nous donne énergie. Puis ça fait longtemps qu'on voulait faire des lives. C'est vraiment juste une intuition là, d'un format comme ça. D'un côté, parce que toi, Vince, dans la vie, t'aimes improviser. Ouais. Moi, je suis la petite fille d'école qui a des petits cahiers Qui a des tout le A+. temps, qui fait des notes. Moi, je suis le gars qui improvisait Un devoir. la veille pendant la nuit, qui passait du stress. Puis Marie-Claude préparée avait des A+. Puis j'étais full anxieuse parce que j'avais l'impression de remettre des avait cochons. honte de remettre des devoirs qu'elle avait A+. Donc, ça représente un peu nos personnalités. Fait que t'aimes improviser. Fait que le live, tu disais, c'est vraiment pour moi. Tu sais, beaucoup d'humoristes aussi, en fait, qui font des lives puis t'aimes le format. Là où on se rejoint, parce que moi aussi, faire des lives, ça m'intéresse vraiment beaucoup, c'est l'aspect d'authenticité. Tu sais, comme créateur, on a fait le choix d'avoir une compagnie qui est sur le web parce on veut montrer comment le web peut être un outil pour agir dans sa propre vie. Là. On veut pas juste garder les gens en ligne perpétuellement, mais on veut voir comment ça nous amène à faire des projets et à bouger. Des choses. Ouais. Des idées. Fait que d'être sur le web comme créateur, on réfléchit beaucoup à qu'est-ce qu'on véhicule, qu'est-ce qu'on amène, comment est-ce qu'on marque l'imaginaire des gens, parce que je trouve que la force d'un média ou quand on a une voix, c'est qu'on peut amener des nouvelles idées et avoir un impact positif. Mais quand on est le créateur, il y a toujours aussi peut-être la volonté de vouloir peaufiner à l'infini ou de beaucoup réfléchir à de quoi on a l'air devant la caméra puis qu'est-ce qu'on veut projeter comme image. Puis pour nous, depuis le début, l'authenticité, c'est super important. Puis on s'est rendu compte que les lives, en fait, c'est un peu, il y a un garant, là, parce qu'il y a pas, on joue pas avec le montage. Déjà, les podcasts sont pas édités, là, il y a pas de, on construit pas les discussions après coup pour réaligner les choses ou enlever des bouts. On enregistre tout en live, même on change les caméras en live. On a tout fait pour avoir le moins de travail à faire après, parce que c'est souvent le travail de peaufinement puis de tout synchroniser. C'est souvent là où si on perd le plus de temps, on est porté à remettre à plus tard, puis on veut perfectionner le plus possible la chose, tandis que le concept d'un live, puis de switcher en live aussi les caméras, c'est qu'une fois c'est fini, c'est fini. Là. Fait qu'il faut let go beaucoup, puis nous, on a juste à le partager après. Ouais. Puis c'est ça. Fait qu'on a l'habitude de se faire des mises au point, des bilans, moi puis Vince. Fait qu'on s'est dit, on va mettre une caméra devant, puis on va voir comment En fait, comment le évolue. Chaque matin, on fait à peu près ça. On prend un café à cette table-là, puis on jase. Fait qu'on s'est dit, on peut partager ce moment-là. Ouais. On peut essayer, Fait que, comme tu disais en intro,
le podcast qui a été diffusé, la première partie de l'épisode ensemble, notre premier ensemble, Une passion abordait ton parcours. Où tu étais ingénieur, tu as quitté un emploi corporatif, tu es parti faire la promotion du travail humanitaire par la photographie en Inde et au Népal, notamment. Et fait que l'histoire s'est arrêtée à... Tu as été témoin des tremblements de terre, vous avez été sains et saufs, tu es parti faire une trek avec ton ami Danny Bouchard. Ouais. Tu es revenu, ça s'est bien passé. Mais qu'est-ce que Vincent a fait en revenant au Québec après ça? Vincent avait beaucoup changé après tout ça. Mais ce qui est arrivé, c'est que je suis revenu au Québec. J'étais endetté avec toutes ces aventures-là. J'avais plus d'appart. J'avais tout vendu aussi, en fait. La majeure partie de mes possessions, je les avais vendues avant de partir en Inde. Fait que je suis revenu un peu tout nu. Puis, ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné chez mes parents. J'étais allé habiter chez mes parents, dans le sous-sol, en fait, qui était peu utilisé parce que, j'ai 2 sœurs, puis, mes parents habitaient seuls. Fait que le sol était peu occupé. Fait que j'ai un peu emménagé là. Puis, j'ai essayé de me partir plus en photo à mon compte, comme travailleur autonome. Mais je voyais qu'il me restait encore beaucoup de choses à apprendre par rapport à la photo. Fait que ce que je dis souvent dans cette période-là de ma vie, qui est un 2-3 mois, c'est que j'étais dans le sol de mes parents, en bobette, à écouter des vidéos de photographie, de Photoshop, d'apprendre comment utiliser Lightroom, la suite Adobe, en fait. Fait que la personne, Vincent, aime beaucoup apprendre. Fait qu'il s'est un peu enfermé comme un ermite, puis a appris beaucoup pendant ces 2-3 mois-là. Puis, ce qui a mené, en fait, à un emploi chez Lozo. Lozo Montréal, qui était à l'époque la plus grande surface, je crois, de vente au Canada d'appareils photo, puis de caméras photo, vidéo, audio, tout ça qui est sur Saint-Hubert, Bellechasse. Si Beaubien? Beaubien? Non, Bellechasse. En tout cas, dans ce coin-là, sur Saint-Hubert. Et puis, c'est ça. Ça menait à 6 mois de travail pour l'équipe de Lozo. J'ai énormément appris. Il y avait des experts incroyables qui travaillaient là, qui faisaient plein de genres de photos différentes. Puis, depuis des experts qui avaient 50 ans, qui étaient quand même âgés, mais c'était comme des puits sans fond de savoir. Fait que ça m'a vraiment permis d'apprendre, puis aussi d'apprendre à vendre aussi un peu, parce que c'était mon rôle là-bas. Donc, c'était d'apprendre à utiliser des caméras, d'apprendre sur les concepts de photographie aussi, puis devoir les transmettre aussi, qui est un art en soi. S'il y a des clients qui connaissaient rien à la photo, mais comment tu leur expliques les différences entre les caméras à partir de leur point à eux, pas de ton point à toi. Là, parce que, en tout cas, on parle souvent de curse of knowledge, là, de dire qu'il y a des choses que nous, on prend pour acquis, puis c'est super évident, mais pas nécessairement pour quelqu'un qui débute. Ouais. Puis c'est drôle que on dirait, ça me rappelle pendant que tu racontes l'histoire que moi, j'étais la cliente chez Lozo. Puis ça a été un moment tournant dans notre histoire. Tu sais, que plus tard dans notre vie, ça allait, on le savait pas, mais ça allait nous permettre de nous rejoindre parce qu'on s'est rencontrés par un ami commun qui travaillait chez Lozo. Un de mes collègues était aussi ami de Marc-Claude. On va raconter la portion de mon histoire qui fait qu'on s'est fini par se croiser, mais c'est vrai. Fait qu'on parle de Lozo parce que c'est un moment clé dans l'histoire. Exact. Ben là, un peu comme ça s'est passé quand tu travaillais dans le milieu corporatif. Là, tu travailles chez Lozo, puis il y a une autre opportunité qui s'est présentée. Oui, je suis quelqu'un qui aime apprendre, qui aime être challengé, je pense aussi. Puis, à un certain point, j'ai été plus ouvert à des opportunités parce que je me faisais peut-être moins challenger avec le travail chez Lozo. Puis, en fait, c'est même pas moi, en fait, c'est le collègue, justement, qui nous a présenté qui avait trouvé une opportunité à Banff, en Alberta. Un petit magasin qui s'appelait Banff Photography, qui était un peu comme Lozo, mais vraiment plus petit, mais au centre du cœur national de Banff, qui cherchait des employés d'été. J'ai envoyé mon CV là-bas, qui est une lettre de motivation en anglais et tout. Puis après une entrevue... Tu as fait tes devoirs pour une fois? Oui, pour ça, j'ai fait mes devoirs. Puis après 2 entrevues téléphoniques, ils m'ont engagé. Fait que j'ai repacté mes choses. Puis je suis parti à Banff pour travailler dans ce petit magasin-là. Puis c'est ça. Ouais. Je vois que Benoît Perrier. Il dit bon matin. On parlait de Lozo, justement. Donc, un ancien collègue Lozo, si je comprends? Oui. Bon, cool. Génial. Bonjour, Benoît. Donc, oui, fait que là, tu es parti à Banff. Tu travaillais dans le magasin photo. Fait que tu continues de faire de la photographie.
c'est là que ma vie en parallèle, c'est que j'avais démarré Renard à ce moment-là. Déjà avec une maman, pour ceux qui connaissent l'histoire, et je commençais beaucoup à réfléchir à la marque. Puis quand on parle que l'authenticité, c'est super important pour nous, j'étais obsédée par le genre d'image qu'on allait mettre sur notre site web, qu'on allait utiliser dans nos communications pour présenter le mouvement. Puis depuis le début, on voulait parler du mouvement à la maison. Puis je sais pas si vous avez sûrement remarqué, mais sur le web, quand on voit l'activité physique, il y a un overload de photos de gens qui font du jogging, qui s'étirent. Moi, ça me fait ultra rire. Les gens qui s'étirent le quad, là, ou les gens qui attachent leurs running shoes. Genre, c'est comme un peu la représentation des gens qui font des push-ups, des airs sérieux, des gros muscles. Le fitness, l'image, le visuel du fitness a beaucoup marqué nos esprits, je crois. Puis je me disais, il faut faire quelque chose de différent. Il faut que quand on regarde une image, on sent que c'est du vrai monde, genre que c'est pas du photostock. Que c'est pas un magazine. Que c'est pas un magazine, puis que, tu sais, on est au Québec, là, que ça a l'air d'être des Québécois, genre, que t'as un sens de lieu, puis une chaleur ou quelque chose du genre. Puis là, je me disais, il faut un photographe qui montre la vraie vie, genre. Fait que j'étais là, j'avais écrit comme des règles de genre de photographie que je voulais, puis je me disais rien de stagé. Je voulais pas des photos de famille devant un fond blanc à la Sears. Genre, ça, je l'avais dit souvent. Puis un truc qui m'avait full inspiré, c'était mon père. Quand on était jeune, il faisait énormément de photos de nous, genre, de quand on était enfant. Puis il filmait aussi. Puis je me rappelle la stratégie à mon père, c'est qu'il prenait une caméra, puis il s'accotait quelque part, puis il nous filmait, puis il voulait devenir un peu invisible. Puis il y a certains même clips vidéo qu'on a, qu'on lui parle, là. Hey papa, nanana, puis il répond jamais. On dirait qu'il veut. C'est un trépied. C'est un trépied, exactement. Mais ça fait qu'il y a des choses qui émergent puis qui prennent vie devant la caméra qu'il n'y aurait jamais eu autrement. Puis ça m'a toujours marqué ça, tu sais, de repenser que si tu laisses la caméra longtemps, là, pendant des minutes et des minutes, t'as pas le même genre de résultat que si tu dis à ton enfant, tu lui mets un... Action! Puis tu dis, fais quelque chose de drôle ou répète ce que tu viens de dire. Puis là, l'enfant, il est comme un peu comme un acteur, puis là, il veut faire rire. Puis, fait que là, je m'étais dit, OK, je veux ça, tu sais, des scènes avec de la lenteur, puis qu'on voit juste des choses de la vie réelle. Fait que là, j'en parlais à cet ami commun qu'on a qui s'appelle Julien, qui est photographe. En fait, c'est lui qui m'a vendu ma première caméra. Chez Lozo. Chez Lozo. Faire des liens. Exactement. Fait que je me suis présentée au comptoir Lozo. J'ai dit, j'ai vu une Fuji, tel modèle. C'est comme une vieille argentique, mais c'est du numérique. Je l'adore. J'espérais qu'il me dise c'est un bon appareil photo parce que moi, j'aimais le look de l'appareil. T'étais déjà vendu un peu. Mais j'étais déjà vendue à cause de ce qu'il avait l'air parce que ça me rappelait l'appareil à mon père que j'ai adoré puis qui me donnait envie de faire de la photo moi-même éventuellement au secondaire. En tout cas. Fait que là, j'arrive au comptoir. Là, j'espère que je spot un vendeur qui a l'air gentil, il était jeune, puis là, j'étais là, j'espère juste que c'est un bon appareil, puis Julien aimait justement cette marque-là, super vendu cette marque-là. Il me confirme que c'est aussi un bon appareil, il n'a pas juste l'air beau. J'aurais pas juste l'air cool, mais je pourrais être pas super bon. Fait qu'on est devenus amis en jasant parce qu'on voulait faire de la photo. Je disais, je veux faire de la photo de graffiti dans les rues, lui, il faisait du portrait de rue, blablabla. Fait que là, blablabla. Fait que là, un soir, on est allé voir une expo, puis on était assis avec notre autre ami Jonathan, puis je disais, je veux un photographe qui fait de la photo de vrai monde. Genre. Puis là, il a dit, j'ai quelqu'un pour toi. Au bar, il nous a mis amis Facebook, puis il a dit, faut que vous parliez. Parlez-vous. Puis là, t'as fait, OK, parce que t'es de même. Parce que t'es toujours willing de faire de ça. Puis là, du coin de l'œil, je vois que ta tante est là. Allô, Marie-Julie? Ce qui est drôle, c'est que... Benoît Perrier qui fait mention à la Fuji de Vincent qui est tombé de la montagne. Parce que, à Banff. À Banff, je prenais une photo d'un lever de soleil pour la fête de ma mère, si je me souviens bien. Ou la fête des mères, quelque chose comme ça. Puis j'avais seté ma caméra sur une roche à un certain endroit. Puis j'ai accroché. J'avais aucun trépied, aucune courroie. Ça représente un peu Vincent, là, il y a zéro sécurité dans mon setup. Puis la caméra a doucement glissé et est tombée de la montagne et a explosé devant mes yeux. Une caméra de 2000. De 2000 quelques. Ouais, c'est parti. En tout cas, l'impermanence encore, là, ça fait le lien peut-être avec l'autre discussion qu'on a eue avant. Là, mais bref, c'est ça, c'est ce dont... parce que je suis aussi vendu à Fuji. C'est pour ça. Ouais, mais quand tu parles de l'impermanence, parce que moi, tu m'avais raconté cette anecdote
quand moi, éventuellement, je suis allée te voir à Banff, puis l'endroit exact, on m'a monté cette montagne-là, puis l'endroit exact où ta caméra est tombée dans le vide, tu m'as raconté cette histoire-là, puis t'avais l'air très zen. Puis là, j'étais comme moi, j'aurais pleuré ma vie. Là, c'est tellement d'argent, surtout quand on s'entend que 3 mois plus tôt, comme tu disais, t'étais en bobette dans le sol de tes parents. Ben, c'était une caméra pour laquelle je m'étais endetté. Oui, c'est ça. Fait que là, puis là, tu m'avais dit à ce moment-là, ah, mais tu sais, j'essaie de pratiquer l'impermanence, puis je me disais que c'était une des meilleures leçons. Tu sais, de ça, là, il faut que je let go, je peux rien faire. Mais je fais plus attention à mes choses qu'avant, parce que le but, c'est pas de tout casser puis de dire que c'est l'impermanence. Non, mais, c'est ça. En tout cas, référence à ça. Mais comme Marc-Claude disait, elle est venue me rejoindre à Banff parce que après, bon, Julien nous présente, on parle, on discute de la photo, puis ce qu'elle voulait accomplir, ce que moi j'accomplissais, qui était un peu... On était sur la même longueur d'onde là-dessus. J'aimais faire de la photo, mais pas faire du montage de pas setup. De studio, pas C'était juste, j'aimais me promener dans un environnement ou un moment ou comme dans un groupe qui fait une activité, puis juste capturer tout ça avec de la photo. Fait qu'il y avait zéro montage. C'était comme de la photo d'événement, mais dans le quotidien. Ben, presque plus documentaire. C'était documentaire. On peut dire que c'était comme... je faisais comme la photo documentaire de quotidien. Mais c'était un peu ça. Ouais. C'était difficile à vendre parce que c'est pas vraiment un service qui existait. Puis les gens voyaient pas nécessairement la beauté de leur quotidien avant qu'ils voient les photos. Ouais. Tu sais, c'est une fois, comme toi quand tu étais petite, là, une fois que tu vois ces photos-là, qui étaient comme, c'était 100% ton quotidien à l'époque. Là. À l'époque, tu aurais fait, ben oui, c'est juste le linge que j'ai porté hier avec. Ouais. Mais plus les années 20 ans plus tard, tu regardes ces photos-là et t'es comme wow! Tu sais, ils prennent la valeur constamment. Fait que moi, je voyais un petit peu ce principe-là, puis c'est ce que je voulais offrir aux gens, mais c'était pas si facile à vendre jusqu'à temps qu'on se parle puis que tu cherches. Exactement un peu ça, tu sais. Ben, toi, t'avais quand même poussé le concept, puis c'était vraiment bien. Tu essayais d'amener l'idée de capsule, d'encapsuler un moment d'un enfant, puis même de donner le pouvoir à l'enfant de photographier aussi des fois son propre quotidien, puis de l'inclure dans cette petite capsule-là. En disant, regardez-le plus tard aussi, de cette idée-là que c'est un souvenir aussi. Pas de capturer le quotidien de l'enfant avec mes yeux, mais de le capturer avec ses yeux. Ouais. Puis qu'après ça, il puisse, tu sais, de juste lui donner tout ce qu'il faut pour qu'il puisse le faire lui-même, mais pas de le faire moi à sa place. Oui, c'est vrai, ça. La photo, je trouve, d'archive, plus le temps passe, plus ça a de la valeur. De juste montrer des scènes tout à fait normales de la vie quotidienne. C'est ça. Sur le coup, ça a l'air complètement niaiseux parce que tu dis, il n'y a rien de spécial. Mais quand le temps passe, puis c'est niaiseux, là, mais là, on regarde nos albums, puis là, t'es comme, tu vois des VHS en background, puis des vieilles télé, puis t'es comme fasciné, puis t'es comme, oh my god, c'est mon Tamagotchi, puis genre, tu sais, c'est comme un autre. Ou un chandail que t'avais complètement oublié que tu portais, ou tu sais, des choses comme ça, que t'es comme, wow, comme un raz-de-marée de souvenirs qui revient, là, juste avec une photo. Fait que je pense que ce feeling-là qu'on voulait donner avec la photo, c'était comme que, avec Renard, c'est qu'on n'est pas dans le grandiose, on n'est pas dans faire des choses exceptionnelles, puis genre mais c'est de dire chaque jour du quotidien, il y a des choses, tu sais, ces moments-là sont précieux, puis la photographie peut le capter d'une certaine façon, puis mettre ça de l'avant, puis donner ce sentiment-là quand des gens ensemble vivent un beau moment, c'est ça qu'on voulait partager. On avait des discussions par le web de tout ça. J'ai acheté un billet d'avion, finalement, je suis partie à Banff. Je suis quelqu'un qui essaie de vraiment bien réfléchir mes décisions, mais il y a des choses que... sait ce qu'elle veut. Mais il y a des fois, j'ai une intuition, puis je me dis, je suis complètement irrationnelle, là. Donc voilà, fait que je suis allée te rejoindre à Banff. Puis ensemble, on a appliqué pour participation. C'est là que vraiment on est devenus amis parce qu'on n'a pas sorti ensemble avant 1 an et demi, mais tu voulais revenir de Banff, je sais pas si tu veux parler de ta van life un peu? Ben, j'irais peut-être décrire un peu participation comme... Ah ouais? Ben, juste le dire. Ben, OK, mon plan de match, c'était... Avant que je rentre dans le tas, là. C'était, avant que Marc-Claude arrive à Banff, mon plan de match, c'était d'acheter une van à Banff, puis de revenir à Montréal avec. Puis, c'était la fin de mon plan, là. Mes plans vont jamais très, très loin. Puis là, Marc-Claude est arrivé, puis avait trouvé une opportunité, dans le fond, Participation, qui était le plus gros organisme, qui est le plus gros organisme pan-canadien de promotion de l'activité physique. Je cherchais des ambassadeurs pour une tournée pour le 150e du Canada, pour aller faire la promotion d'une liste de 150 activités canadiennes, si on veut. Populaire au Canada, Populaire au Canada. Donc, il y avait eu des votes, puis il avait sélectionné des activités, puis là, il avait créé cette liste-là, puis il voulait faire la promotion partout au Canada à travers les événements, si on veut, le calendrier événementiel de différentes provinces.
Puis Marco avait fait genre shit, c'est super cool comme opportunité. Je vais en parler à Vincent, on en a parlé. Puis moi, évidemment, j'ai fait genre ben oui, on va faire ça, c'est sûr. Puis ce qui a mené à cette tournée-là de 1 an. On regarde souvent de ce côté-là, mais c'est parce que il y a un l'ordi est ordi. là. Puis on voit que les gens commencent, on est bien excités. Marianne Parent. Allô, qui dit Marianne? que ça l'inspire de faire des vidéos. OK, il y en a plein. What? Juste mentionner que Vincent est une des personnes les plus extraordinaires que j'ai croisées chez Lozo. Ah! Merci, Ben. Je t'aime, Vince. Ah! Non, c'est bien le fun de faire des lives. Bon. Oui, c'est ça. Fait que là, la tournée, moi, je me dis, moi et Vince, on veut trouver une façon de travailler ensemble. On a des valeurs communes. T'sais, on n'avait pas un projet concret à ce moment-là, mais on a des valeurs communes. Je me disais, il va peut-être s'impliquer avec Renard comme photographe, on va peut-être embaucher. On savait pas, c'était pas encore très, très clair. Mais on a des valeurs communes. On voulait faire un road trip. Là, je me disais, je suis intéressée par l'activité physique, la santé, puis lui aussi d'ailleurs. Puis là, je me disais, on pourrait être payé à faire une tournée d'1 an, à vivre sur la route, à rencontrer plein de personnes, à voir le Canada. Puis c'est une expérience exceptionnelle. Puis j'ai dit, il faut absolument qu'on l'aille. Fait que là, on a passé une journée entière à juste faire notre CV. Ça disait envoyer une page, on a envoyé 6 pages de nous avec des photos. Puis finalement, ça a été ça a été long là, parce qu'il engageait, il fallait qu'il fasse beaucoup d'entrevues et tout. Moi, j'étais comme anxieuse à mort, mais finalement, on a été engagés. Une équipe de 6 personnes pour l'Est du Canada. Puis ça a été notre vie sur 1 an. Fait que, comment tu te remémores l'expérience de participation à ce point de vue de ta vie? Là? Comme on en parle souvent, tu sais, on a tendance à... Plus ça s'éloigne, plus on se souvient des bons moments. Puis ou les moments plus difficiles, on en rit maintenant, comme quand on voyage. Mais ce qui m'a le plus... Ce qui a été une expérience... Ce qui a fait en sorte que c'était une expérience vraiment intéressante, c'est que on n'avait pas de maison pendant toute cette année-là. On habitait dans des hôtels. On avait un sac, c'est tout ce qu'on possédait. Puis on se promenait d'une ville à l'autre. On changeait de ville au 3-4 jours peut-être. Puis c'est parti de Hearst en Ontario, là, dans le nord de l'Ontario jusqu'à Terre-Neuve. On a tout couvert cette grande région-là du Canada. Fait que le fait d'être sur la route, de travailler sur la route, un sac, puis pas de maison, puis on change d'environnement constamment, ça rendait l'expérience intéressante. De deux aussi, d'être pas mal 100% de notre temps avec cette équipe-là, là. Nous deux premièrement, puis après ça, de travailler, de vivre avec, parce qu'il y a des moments aussi qu'on était dans des Airbnb, fait qu'on c'était pas nécessairement des chambres d'hôtel, mais c'était comme, on était tous ensemble. Tu sais, de partager son quotidien avec des inconnus, c'est plus des inconnus maintenant, c'est des gens qu'on connaît super bien, mais que partager notre quotidien avec ces gens-là pendant 1 an, c'était quand même une expérience en soi, là. C'était pas des gens qu'on avait, nous, choisi de mettre dans notre vie. C'était des gens qui étaient plus arrivés, puis là, il fallait faire, comme fallait travailler puis vivre avec ces gens-là. Là. Fait que c'était une belle expérience de comprendre tu sais, c'est pas nécessairement des gens avec qui on serait allé à la base, qu'on aurait nécessairement... Mais parce qu'on venait de backgrounds tellement différents. Exact. Puis l'agence qui nous a recrutés a fait, à mes yeux, un travail exceptionnel parce que c'était tellement une belle équipe, puis on se complétait tellement. En termes de tempérament, de force, pour vrai, comme il y avait tellement un bel équilibre dans l'équipe, puis je m'attendais à ce que ce soit difficile, mais même les moments les plus toughs, c'était plus facile overall que ce que je pensais. Là. Je pense qu'on a été une belle équipe pour ça. Puis, il y a aussi on a interagi avec des milliers de personnes pendant cette année-là. On leur a fait essayer des activités de la liste de 150 activités. C'était quoi le setup, juste pour que les gens comme le sachent? Là? C'était quoi notre setup? Tu sais, qu'est-ce qu'on fait de faire aux gens? C'est quoi le site? Ben, normalement, les événements en tant que tels, c'était, on se joignait à des événements qui étaient déjà organisés. Mettons quel exemple je pourrais donner? Il y a un tournoi de golf, un omnium de golf. Mettons un gros tournoi de golf. Nous, on arrivait avec un pick-up qui était tagué participation, un pick-up, un SUV, puis des tentes. Puis il y avait 4 tentes. Chaque tente avait une activité, puis il y avait un certain roulement au niveau des activités pour pas juste tout le temps montrer les 4 mêmes activités. Puis il y avait des activités plein de genres d'activités différentes en fait. Là. Il y avait comme une planche de surf qui était un peu une activité d'équilibre. Il y avait des activités autochtones aussi que nous on connaissait pas du tout, qu'on a appris aussi dans le cadre de cette tournée-là. Moi, mon préféré, c'était le tennis. Le tennis. Il y avait le tennis en chaise roulante. Ouais. Puis il y avait 4 trous
C'est super simple, mais ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Là. Tu donnais une raquette aux gens, puis il fallait qu'ils envoient la balle dans les trous. Exact. Même chose avec le football. C'était un trou avec un ballon de football. Ça prend juste ça pour que... Ça marchait beaucoup avec les enfants ou avec les gangs de gars qui se challengeaient pour être le meilleur pour lui qui a le plus de ballons dessus. Des fois, ça virait un peu comme, tu sais, quand on va dans un cirque, puis il y a des stands, puis tu peux gagner des toutous, là, mais il n'y avait pas de toutous. Les gens voulaient participer pareil. Il y avait des prix si les gens s'inscrivaient sur le site web, puis ils continuaient de faire des activités à la maison, dans leur quotidien. Chaque fois qu'ils faisaient des activités, ils pouvaient les inscrire sur le site, puis ça donnait des chances de gagner des prix. Donc, il y avait un gros principe de prix derrière. Mais c'était intéressant de juste voir les moments où ce que les gens essayaient l'activité, parce que des fois, on se faisait poser la question, OK, mais comment je lance ça, un ballon de football? Des choses comme ça. Ou comment le slapshot de hockey? Le slapshot de hockey, moi, je suis absolument nul avec... Je suis juste bon avec des ballons. Dès que tu mènes pas, je suis absolument nul. Puis même moi, il a fallu que je l'apprenne pour pouvoir dire aux gens comment faire, parce que on a vécu les deux positions. Là. Pour bien l'expliquer, il faut bien le comprendre, puis il faut le pratiquer. Ouais, moi aussi, c'est vrai, dans l'auto, pendant mes pauses, je regardais des vidéos de comment faire un slapshot de hockey, là. Puis les trucs, parce que les deux autres gars dans l'équipe étaient vraiment bons. Ouais. Jaffar et Paul. Mais moi, je savais pas. Mais j'aimais bien le hockey, justement, essayer d'apprendre à faire un tir du poignet. Puis en tout cas, c'était vraiment... D'une certaine façon, ça a été une gigantesque étude de marché, pour prendre un terme plus technique, là. Mais d'aller un peu dans le quotidien des gens, un peu dans leur ville, leur présenter des activités, puis parler avec eux, puis un peu de les convaincre de bouger plus souvent. C'est un petit peu ça notre rôle, là. Pas juste de leur faire essayer des activités, mais de leur dire « Hey, cette activité-là, si tu l'aimes, tu peux la faire aussi chez toi. Puis voici une liste de 150 activités aussi que tu peux essayer ou faire plus souvent dans ton quotidien. » Ça marchait, tu sais. Moi, je récoltais... Dans le fond, moi puis Vince, on est rentrés dans cette tournée-là en mettant de l'avant nos compétences de communication parce que, tu sais, il y avait dans l'équipe un prof d'éduc, une kinésiologue, Jaffar travaillait en loisirs. C'est vrai que la moitié d'équipe, moi, toi puis Claire, on était plus du côté de la promotion puis de la communication. Fait que c'est là qu'il y avait des belles forces. Fait que moi, je récoltais des témoignages, toi, tu faisais des photos, puis tu sais, il y avait des témoignages de papa ou de maman qui jouaient au hockey pour la première fois, que leur enfant tenait un bâton de hockey pour la première fois, puis qui nous demandait, genre, je pense qu'on a entendu l'histoire de, après avoir fait l'activité, en rentrant vers la maison, sont arrêtés dans un Canadian Tire puis ont acheté, des patins ou un bâton puis ont commencé avec l'enfant. Ça a été un spark. Ou des petites filles qui étaient soudain, comme magiquement vraiment bonnes à lancer un ballon de football puis que là, ils voulaient commencer à jouer, mettons. Puis les parents faisaient comme, je vais l'inscrire. Voilà, c'est ça. Fait que ça faisait partie des belles histoires, là. Puis moi, j'étais en amour avec ce concept-là. C'est pour ça que je voulais absolument être dans la tournée parce que Renard, à ce moment-là, le modèle d'affaires, c'est de créer un répertoire d'activités, d'idées d'activités pour expliquer quoi faire de manière simple. Fait que c'est quoi l'équipement qui est requis. Mettons, on avait fait un projet pilote avec la pêche sur glace. T'sais, si vous voulez aller pêcher sur glace en famille, qu'est-ce qui est possible selon l'âge de l'enfant? Où est-ce que vous pouvez aller? Avez-vous besoin d'un permis? C'est quoi? Non. Fait que le palmarès 150 de participation, c'était cette idée-là d'un répertoire de 150 activités. Ouais. Puis moi, j'aime collectionner des affaires. C'est comme, pour moi, c'était vraiment précieux. Fait que bref, ça a été la tournée. Puis quand tu es revenu, c'est ça, on s'est super approchés pendant ce temps-là. On sortait pas ensemble, mais il y a même des moments où on était un peu en froid. Mais c'est tough là, de vivre 100% du temps avec quelqu'un. De travailler puis de vivre 100% du temps avec quelqu'un, c'est quand même challengeant. Ouais. Beaucoup de couples pourraient le confirmer. Puis on a passé plus de temps ensemble que certains couples, dans le sens où on vivait, dans le fond, on était 6, mais on était dans des chambres comme 2 par 2. Fait que moi puis Vince, on partageait la même chambre d'hôtel. Fait que, tu sais, notre intimité personnelle, c'était notre lit. Là, on avait chacun un lit, puis c'était à peu près tout ce qu'on avait. Tout le reste, c'était de l'espace commun partagé. Mais le fait d'être pognés ensemble, nous deux, mais toute l'équipe aussi, ça te met vraiment au visage ça nous met au visage qui on est. Ouais. Jour après jour, comme t'as toujours. Ouais. Il n'y a plus de secret. Puis comme ton tempérament, comme l'humeur, t'es renvoyé de tes coéquipiers, puis il n'y a pas d'échappatoire, puis tu sais qu'il y a un an encore qui reste devant toi, fait que tu dois adresser les problèmes. Ouais. Je pense qu'on a gagné vraiment beaucoup de maturité émotionnelle. Puis que si c'était pas de ça, on serait assurément pas en couple en ce moment. Oh non, ça je pense que c'est certain. C'est drôle à dire, mais. Ouais, parce que si on avait été à Montréal, on aurait juste comme fait, tu sais, la mentalité Tinder, là, genre, il y a quelqu'un d'autre. Tu swipes. Genre, tu swipes, puis... Mais là, si
t'as bien beau swiper si la personne elle reste là quand tu swipes. C'est ça, c'était T'as comme. pas trop le choix. Ouais. Parce que vraiment, des moments, je me disais, je ferais jamais ta couple avec Vin, c'était merci. Mais bref, les choses changent. Là, je vois que Marianne Parent nous a posé question de réflexion. Avons-nous vraiment besoin de connaître quelque chose pour bien l'enseigner? Ah, bonne question. Pas besoin d'être compliqué pour bouger. Là. Ah, ta sœur. Donc, on a reçu des questions qu'on voit sur le côté, comme on disait. La sœur à Vince est là aussi. Donc, Marianne qui fait référence à, justement, quand on enseignait les activités durant la tournée, ça mettait en évidence qu'on les connaissait pas nécessairement. Là. Puis, je pense que c'est possible d'enseigner sans... Est-ce qu'on a besoin de connaître quelque chose? Ouais. Je crois que selon le type de formation qu'on donne, là, nous, mettons, pour le hockey, il y a un rôle d'animateur où tu peux juste dire à la personne, tiens le bâton, puis la personne fait les choses elle-même. Ouais. Fait qu'on n'a pas besoin d'être super... Moi, je n'étais pas super bonne techniquement, mais je pouvais passer des heures à cette station-là de toute façon. Parce que si tu es avec un archi-débutant, si moi, j'étais juste un petit peu meilleure pour dire comment tenir le bâton puis faire un mouvement fondamental, c'était déjà suffisant. Ouais. Je voyais ma job, oui, comme enseigner la technique, mais aussi créer un climat le fun. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est... d'expérimentation, peut-être? C'est quelque chose qui est oublié dans l'enseignement de comment on fait sans... Ben, Marianne, tu dois le savoir, c'est sûr. Là. Je dis pas ça pour... Mais... Là, tu devrais commencer à faire ça, Marianne. Mais je pense que ce qui est sous-estimé, c'est le climat d'apprentissage. Ouais. C'est est-ce que la personne a le droit d'être poche puis réussir à s'amuser en apprenant? Je pense que ça, c'est... Puis vu que moi, je n'étais pas particulièrement bonne, je pouvais pas axer mon enseignement sur la technique, fait qu'il fallait que je compense en me disant, ben je peux créer comme un climat le fun pour la personne. Puis je pense qu'être surqualifié, des fois, ça amène ce qu'on appelle le curse of knowledge. Curse of knowledge, comment on pourrait dire ça en français? C'est comme une... c'est quoi un curse? Comme une pas une malédiction. La malédiction du savoir. Mais c'est qu'on se rend plus compte de ce qu'on sait puis de ce qu'un débutant doit apprendre. Ouais. Il y a des choses qui deviennent tellement évidentes en tant qu'expert qu'on oublie de les expliquer à un débutant. Puis là, ça rejoint peut-être un peu l'exemple du gant de Balmol. J'ai joué à Balmol, j'ai enseigné la Balmol, puis quand c'était le temps d'enseigner à des adultes débutants, je cherchais des vidéos pour me donner, à moi comme coach, des idées de drill puis de jeux à faire pour enseigner à un adulte, puis j'en trouvais pas tout le temps. Parce que soit c'est des vidéos de perfectionnement, genre pour des athlètes de haut niveau, puis c'est trop avancé, ou c'est des vidéos des fois pour des enfants, mais tu sais, ça adresse pas l'aspect adulte de il a peut-être appris des choses d'avant, puis en tout cas. Puis là, je me suis rendu compte que dans mes premiers cours de Balmol au parc, genre je faisais remplir comme en bonne étudiante, comme juste j'avais fait un petit formulaire, puis je posais aux gens qu'est-ce que vous aimeriez apprendre, puis j'avais fait un petit guide, mais les premières questions que j'avais, c'est comment je m'achète un gant. Où j'achète un gant, puis qu'est-ce que j'achète. Parce qu'il y a des gens qui, comme il y a une fille, qui s'est acheté un gant de la mauvaise main. Je suis droitier, je vais m'acheter un gant pour la main droite. Mais c'est pas ça. Non, parce qu'on lance la main droite de j'aurais probablement fait la même erreur parce que je connais vraiment pas le baseball. Puis là, tu tiens un gant dans ta bonne main, t'es comme, hey, ça va bien j'attrape bien, puis là. Non, c'est ça. En tout cas, c'est comme, tu sais, pour faire le lien entre ta question de Marianne puis un peu comment on voit l'enseignement, c'est que nous, avec Renard encore à ce jour, on s'est rendu compte que on se voit plus comme des experts, justement. Toi, tu es un photographe, moi, je viens du milieu de la com. On se voit plus comme des experts pour partager des idées, on se positionne pas comme des experts du mouvement. On veut rester, en fait, volontairement des apprentis, puis résister la tentation de vouloir tout connaître, parce qu'on se dit, il faut garder un regard frais sur une nouvelle activité, puis laisser un expert partager son savoir, puis nous, notre rôle à nous, c'est de jouer cette balance-là avec l'expert pour poser des questions de débutant, puis vraiment... Ouais. Se mettre dans les souliers d'un apprenti, puis poser les bonnes questions à des gens qui savent plus que nous. Ouais. Mais je sais pas si ça répond à ta question, Marianne, mais si on doit connaître, dans le fond, pour résumer, comme connaître quelque chose pour l'enseigner, je pense que... Un petit peu plus que la personne. Minimalement, un petit peu plus que la personne, selon ce qu'on enseigne, puis d'éviter la trappe, j'imagine, d'être dans un rabbit hole, comme tu sais, de toujours fouiller pour en savoir plus parce qu'on a un sentiment d'imposteur. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut adresser comme enseignant. Puis comme tu dis, il y a un aspect aussi de créer un environnement propice à l'apprentissage. Puis ça n'a pas besoin nécessairement d'être
d'être un expert. Comme mettons, j'ai appris à jongler tout seul. J'ai pas regardé des vidéos de jonglerie, mais en gossant avec des balles, j'ai compris le principe. Puis, bon, c'est pas vrai que j'ai appris totalement tout seul. Il y a un de mes amis qui me donnait des petits conseils, mais comme ça me prenait des balles. Puis, il a fallu que j'expérimente beaucoup. Puis là, j'ai appris à jongler. Fait que je me dis que ce principe-là peut s'amener dans l'enseignement aussi, de dire que c'est pas juste je te dis exactement quoi faire puis une liste, mais il me fallait des balles, tu sais, c'est comme il y a un aspect environnement propice à apprendre aussi. Mais je pense que tu mets le doigt sur quelque chose de fondamental qui nous rassemble aussi, c'est une façon d'apprendre. Ouais. C'est tough à expliquer de se rendre compte d'avance, genre, hey, on partage une passion d'apprendre et comme dans une pédagogie similaire, là, tu sais, c'est... Mais on s'est rendu compte que c'est ça. À l'école, j'étais super studieuse, mais pour être franche, à partir du moment où j'ai commencé à foxer mes cours au bac, non, c'est-tu au bac, ouais, bac ou maîtrise, à foxer des cours, je me sentais super coupable, mais mes notes ont augmenté parce que j'ai réalisé, puis c'était au même moment que TED, les conférences TED embarquaient sur le web puis étaient comme à leur prime time, là. Ça commençait, puis j'ai réalisé à ce moment-là que le savoir était pas juste à l'école. T'es pas juste dirigé. Il était pas juste dirigé par un professeur, puis que par moi-même, je pouvais fouiller puis suivre un peu mon propre rythme puis mon propre calendrier. Puis pour moi, ça a été une révélation. Puis ça a vraiment comme été une étincelle dans ma tête où on dirait que ma curiosité a été décuplée. Fait que j'allais moins au cours, mais j'étais comme plus studieuse quand même parce que je faisais mes lectures puis je prenais un peu en main mon apprentissage. Ça m'a toujours resté en tête de dire, même moi qui ai été une super bonne élève, quand j'y repense, je pense que j'ai énormément souffert de vouloir rentrer dans un certain moule, puis les examens en classe me rendaient super anxieuse puis malheureuse. Puis au fur et à mesure, c'est ça, on a comme pris en main notre apprentissage. Puis toi, t'apprends comme ça, là? C'est juste fascinant. Moi, j'étais pas si bon à l'école. Je passais tous mes cours sans trop d'efforts, mais j'étais pas celui qui pétait des scores. Mais à partir du moment où je m'intéresse à quelque chose, je peux m'enfermer dans une pièce pendant 3 jours puis apprendre vraiment rapidement à travers l'Internet. Là, merci à l'Internet puis les livres qui permettent de faire ça. Mais c'est ça, j'apprends très vite, mais comment dire, dans un contexte scolaire, j'ai jamais si performé que ça, tu sais. Fait que je me suis toujours vu comme quelqu'un qui était pas bon à l'école, mais j'étais juste pas bon dans le contexte de l'école. J'étais bon pour apprendre, là, mais il a fallu que je trouve ma façon d'apprendre. Puis c'est ce qui nous relie finalement, tu sais, dans les trucs fondamentaux qu'on partage, c'est même pendant la tournée de participation, tu sais, on s'est rendu compte que on adorait, on passait tout notre temps à lire ou à écouter des podcasts. Moi, j'ai lu 70 livres pendant cette tournée-là. C'est fou, là. Tu les écoutais, tu les lisais. Bon. J'écoutais des livres, des audios. Je niaise un peu, là. Mais en tout cas, on écoutait les podcasts. Puis on a énormément appris. Puis je pense que ça a pris ce moment-là de un peu comme énormément réfléchir à la santé humaine, au mouvement. Puis en revenant en 2018, on a commencé à sortir ensemble et une semaine plus tard, je pense que j'avais la mononucléose. 2 semaines plus tard, j'ai ma mononucléose. Mononucléose. 3 semaines plus tard, Macho comme il était comme « Ah, tu peux m'embrasser quand même, je vais pas le pogner, nanana. » Même pas mal. 3 semaines plus tard, je commence à aller mieux. Il attrape la mononucléose. J'étais KO. Disons que notre année 2018, ça a été une autre année que ça fallait, je pense, ralentir. On a comme compris le message de la vie qui disait ralentissez. Fait que ça a été une autre année où on était à la maison puis on réfléchissait. C'est pour ça que le confinement nous a peut-être moins... ça nous a chamboulé, mais peut-être moins que certaines personnes parce qu'on a vécu cette vie-là. On a été confinés dans le passé. Pas d'énergie à se sentir en plus comme complètement malade. Puis on voulait pas parler à personne. Comme on essayait de réduire nos interactions aussi avec les gens. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui l'attrapent quand ils sont jeunes puis qui développent une immunité, mais on voulait pas. Comment on se sentait à ce moment-là, on voulait pas que d'autres gens se sentent aussi comme ça. Là, là je vois que Marianne a répondu. Faut que je vous parle. Oh! Il y a de quoi là-dedans. Okay. Ah, Martin Lemini! Salut Martin! J'espère que tu es encore là. Donc, Martin On adore Martin Lemini. Martin Lemini est un archéologue expérimental. Ben là, on va faire le lien sur l'expérimentation. Qu'on a reçu au podcast. Quand j'étais jeune, je voulais être archéologue. Encore une fois, j'aime les objets, j'aime l'histoire derrière les objets, puis collectionner les choses. Trouver des trésors. Et Martin est venu pour nous parler un peu du travail manuel puis de son travail. Mais on va rebondir sur l'expérimentation, comme apprendre par expérimentation au lieu de
au lieu de partir avec un résultat à obtenir, le milieu scolaire, souvent, est basé autour de ça, tu sais. La qualité du résultat que tu produis. Oui, c'est ça. C'est comme écrire un rapport, faire un devoir, nanana, puis ton apprentissage est évalué sur cette finalité-là. Mais des fois, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est complètement un changement de mindset parce que tu pars avec une idée, mais tu sais pas la fin. Genre, tu sais pas l'aboutissement, en fait. C'est comme ta job, c'est de le découvrir. Puis ça, c'est complètement un changement de mindset, puis ça fait peur d'être face à l'inconnu comme ça. Mais c'est tout le domaine du jeu libre qui a commencé à nous faire réaliser que c'est une pédagogie en soi. Je sais pas si tu veux parler du lion et la souris, puis de leur approche. Puis... Oui, à travers, si on veut, les balbutiements de renard, on a découvert une garderie en nature qui s'appelle le lion et la souris, qui est à Montréal, dans Rosemont, juste à côté de l'appartement. Puis on a commencé à vraiment les aider, comment on peut dire, on aimait tellement ce qu'ils faisaient qu'on a collaboré plusieurs fois avec eux en leur donnant des photos ou T'es comme on veut juste que ça fonctionne. Merci, Ouais, exactement. Puis dans le fond, c'est une garderie que les enfants sont invités à passer la journée dehors, en fait. Beau temps, mauvais temps, dans un parc qui s'appelle le Champ des Possibles. À côté de la traque de chemin de fer. Puis c'est ça, les enfants passent la journée dehors puis sont invités aussi à faire ce qu'ils veulent. Tu sais, il n'y a pas de « OK, là, on va jouer au baseball ». Non, c'est comme... Non, il y a un tas de bois là-bas, il y a des pneus, il y a de la gouache. Tu sais, tu peux... Amuse-toi, tu sais, fais ce que tu veux. Puis ça a amené le principe de autodiriger, tu sais, de faire les choses de façon autodirigée. Ouais, c'est la curiosité, par la curiosité de la personne. Puis ouais, exactement, par la curiosité, c'est surtout ça. Puis nous, on a vu beaucoup de liens. Je pense que ça a résonné avec nous parce que l'apprentissage, on le voit comme ça ou on le vit comme ça. On aime ça quand c'est autodirigé. On aime ça quand c'est notre curiosité qui nous amène à apprendre. Tu sais. Puis moi, ça c'est venu vraiment me chercher dans mes tripes parce que, pour revenir au début de notre live, je parlais de mon père, mais mon enfance, c'était ça. Mes parents nous donnaient comme... Il n'y avait pas vraiment de balise. C'est pas le genre de parents qui disaient « Fais pas ci, fais pas ça, on fait ci, on fait ça ». C'était très libre. Énormément de jeux libres. Mais je pense que c'est aussi marquant de notre génération à tous, puis les générations avant. Là, les enfants passaient énormément de temps dehors. Puis là, les statistiques le montrent aujourd'hui. C'est comme le jeu libre est en voie de disparition. Fait que c'est comme presque rebelle maintenant de ramener l'idée d'école. Tu sais, il y a quelque chose de révolutionnaire de dire faut amener des écoles en forêt, puis il faut que les enfants aient le droit de jouer librement. Parce que j'ai l'impression que l'obsession de la productivité puis de l'efficacité de la société moderne nous amène à vouloir contrôler par des programmes, des structures. Il faut se rassurer avec des objectifs d'apprentissage puis des devoirs puis des exercices. Mais ça peut tuer la créativité parce que c'est comme un curriculum que t'imposes à l'enfant, puis l'enfant, sa job maintenant devient d'être obéissant et non pas nécessairement d'explorer qu'est-ce qu'il aime puis d'être basé là-dessus. Tu sais. Puis on se rend compte aussi, ça peut être un piège dans l'entrepreneuriat, que c'est dur de savoir si on va vraiment aimer ce qu'on est en train de construire si on fait juste le planifier, tu sais, sans le construire réellement. Puis ça me fait penser en fait au podcast qu'on a, Radio Renard, qu'on a commencé un petit peu plus qu'un an. Mais le premier épisode, ça a été une caméra sur une pile de livres qui a arrêté après 15 minutes parce qu'on savait pas qu'elle allait arrêter après 15 minutes. Fait parce qu'une caméra photo a pas le droit. Enregistrer en continu. C'est comme des trucs internationaux, là, en tout cas. Fait que ça a été... On fonctionne beaucoup comme ça. Là. Je pense que c'est un mélange de nos deux personnalités, là, mais de dire comme le live ce matin, tu sais, on a fait comme shit, on va faire un live, ça va être cool, tu sais. Ça fit vraiment avec Renard. Puis là, le jour Facebook, je suis comme, ben, comment on fait ça un live? Ouais, t'es pas le genre de gars qui va y passer de 3 semaines avant. Mais tu sais, rapidement, on a compris, plugger les caméras, on a de l'équipement de studio à cause justement que à travers le podcast, de façon itérative, on a OK, ben là, l'éclairage était dégueu dans les 10 premiers épisodes. Fait on va s'acheter un minimum d'éclairage pour rendre ça plus nice. Ben là, tu sais, si on a juste des caméras photo, on peut peut-être aller chercher des caméras vidéo bien correctes. Puis là, tranquillement, on s'est construit une espèce de petit studio. Puis là, ça a fait en sorte que, on fait un live, on plug le studio. On pourrait quasiment envoyer une photo après pour montrer ça ressemble à quoi. Mais ça s'est construit à travers l'expérimentation. Puis on s'est pas dit, ben là, on va faire un podcast, ça nous prend, OK, ben ça nous prend 3 caméras moi, vidéo. C'est plus mon genre. Puis, comme moi, la je suis insécure, puis là, j'aurais voulu planifier, puis je me sentais jamais prête. Puis, ben, l'ami qui nous a présenté, Julien, on dirait que tout est ficelé dans cette histoire-là, mais l'ami qui nous a présenté,
et français, il allait devoir retourner en France. Puis là, c'était Julien s'en va. On veut le passer comme notre premier invité au podcast parce que c'est quelqu'un d'important dans notre vie. Puis on allait justement parler de la photographie puis de comment la photo peut montrer le monde devant soi. Puis, fait que là, il n'y avait pas d'échappatoire, encore une fois, pour moi. Il y avait un deadline. Il y avait un deadline, c'est on le fait maintenant avant qu'il parte. Genre. Fait que moi, ça m'a permis de me jeter dans l'eau parce que Vince, normalement, je suis pas mal le premier à me pitcher dans l'eau. Même si je suis pas préparé tout. Ouais, bref. Fait que là, on dirait que là, tu sais, comme, oui, on comprenait mieux comment favoriser des saines habitudes de vie, plus spécialement comment apprendre à bouger différemment, puis au quotidien aussi, pas juste les sports ou l'activité physique. Mais il y a aussi toute cette vision-là de nous, on veut être des apprentis, mais on veut partager nos découvertes, puis comment on partage ça à des gens, puis comment on t'amène les gens à apprendre. Puis on s'est rendu compte que c'est ça, on était en amour avec une philosophie d'apprentissage, guidée par la curiosité. Puis notre rêve, c'est de créer ce qu'on appelle maintenant la classe du mouvement, qui est, tu sais, ce portail-là sur le web, tu as sorti le terme une archive vivante, puis on est en amour avec ça. Une aussi. archive vivante. Parce que, bon, souvent, quand on pense à archive, c'est quelque chose de poussiéreux avec des vieux livres dans une bibliothèque, mais nous, on veut que ça soit vivant, que ça change constamment, puis que ça soit organique, si on veut. Puis ça, le web permet de le faire. Puis c'est pas vraiment un concept que j'ai trouvé ailleurs. Il y a peut-être Wikipédia qui s'approche un peu de ça. Vivant, mais Pinterest, une belle archive vivante. Oui, et Pinterest aussi. Fait que c'est d'amener ce concept-là, mais dans l'univers du mouvement. Toutes les façons d'intégrer le mouvement à son quotidien, mais de commencer à archiver ces choses-là un peu. D'archiver des idées sur comment bouger au quotidien. Excuse, je t'ai coupé. Puis, il y a un lien à faire. T'sais. Là, c'est sûr que maintenant, pour nous, c'est clair, mais il y a eu 3 ans où on se tapait la tête ces murs en disant qu'est-ce qu'on est en train de faire, on comprend pas ce qu'on doit faire puis ce qu'on veut faire. Puis on a essayé plein de choses différentes. Puis là, on a comme vu que le concept d'archive vivante, ça fitait vraiment bien nos forces, nos personnalités, ce qu'on aimait faire dans la vie aussi. Fait que, ça a été un parcours quand même chaotique. Puis là, c'est clair, mais il y a quand même un lien à faire avec la playlist 150, la liste de participation qu'on allait promouvoir cette liste-là, puis qu'on avait intérêt à apprendre les activités aussi. Puis ça nous a fait bouger, veux pas, d'apprendre ces nouvelles activités-là. Puis avec cette archive vivante-là, que c'est comme une continuité un peu. Oui, ben c'est que avant de faire participation, j'avais cette idée-là de répertoire. Oui, participation, je me disais, ils ont mis le doigt, là, ils ont caché. Là, je veux faire partie. Ils l'ont fait avant, mais tant mieux, je veux en faire partie de cette aventure-là. Finalement, la participation est finie, ils l'ont comme relégué sur une tablette parce qu'ils sont sur un nouvel programme en ce moment. Puis là, je me dis, c'est tellement précieux. Puis je pense qu'on finalement, avec la classe, on veut créer qu'est-ce qu'on voudrait qu'il existe. Genre, tu sais, quand on aime apprendre quelque chose. Tellement que ça existe. On veut tellement que ça existe parce que quand on veut apprendre quelque chose, un nouveau skills ou comment faire quelque chose à la maison, comme on va le googler, on va le chercher. Moi, je suis une amoureuse folle de Pinterest. Excusez-moi, il y a une petite mouche. Puis là, on s'est dit, on veut créer cet espace-là où on peut aller trouver un répertoire de plein d'idées. Puis quand on clique sur une image, ça nous explique comment faire une activité. Que ce soit dans mes premiers pitchs, je disais comme apprendre à masser un bébé, comme de comment faire du jardinage, ce qu'on appelle créer une jungle urbaine dans son appartement pour repenser ses environnements, pour bouger différemment. T'sais. Ce qui nous amène en fait un peu aux 3 piliers que nous on voit dans l'Atlas. Dans l'Atlas puis dans le mouvement plus globalement. Je sais pas si tu veux. Non, vas-y. OK. En fait, le premier pilier étant, nous on l'appelle la maison ou l'habitat. Donc c'est l'environnement dans lequel on habite, dans lequel on vit, plus notre quotidien dans le matériel. C'est-à-dire que oui, il y a des conventions, mais il n'y a pas de loi par rapport à ça. Fait que c'est de commencer à modifier cet environnement-là pour stimuler du mouvement au quotidien. Comme là, tu sais, juste dans mon environnement en ce moment, tu sais, je vois mes balles de jonglerie, je vois qu'on a une table haute qu'on a construite nous-mêmes qui nous permet de travailler debout. Il y a cette table-là ici qui nous permet de travailler au niveau du sol, qui nous étire un peu les jambes en même temps. Fait que c'est, tu sais, commencer à sortir de le bouger, c'est aller faire une activité dehors ou même une activité en général, puis de dire non, bouger, c'est aussi toutes les positions que tu adoptes dans ta journée. Puis c'est ça, tu sais, fait que c'est plus l'aspect maison-habitat.
la portion habitude aussi qui serait le deuxième pilier, qui est un peu les rituels qui peuplent notre quotidien. Fait que, OK, si je fais à manger chaque jour, ben comme comment je peux rendre ces rituels-là plus riches en mouvement? Si je dois me rendre à une destination chaque jour, comment je peux rendre ça plus riche en mouvement? Au lieu de réduire le plus possible les mouvements de ces activités-là, que ça devient juste je pèse sur un bouton, puis ma vaisselle est faite, d'amener ça à je fais ma vaisselle, tu sais, puis je bouge, puis des petits ustensiles que je lave, puis des trucs comme ça. Tu sais, c'est pas juste des gros mouvements ou des mouvements intenses, là, c'est l'étendue, l'éventail de tous les mouvements qui sont possibles de faire par un humain. De changer la perspective de l'effort. Ouais. On s'est rendu compte que l'effort physique, dans le contexte d'une maison, l'humain va en faire le moins possible, puis on est tellement fiers d'avoir des objets qui font le travail à notre place. On est moderne. Puis là, le summum de ça, c'est les commandes vocales avec Siri ou Alexa, de se dire « Ah, c'est-tu nice, la vie moderne? » Je peux te dire « Siri, ferme les lumières. » la vaisselle. Oh non, ben c'est vraiment fait, tu peux partir dans la vaisselle. Je peux dire « Siri, ferme les lumières. » Puis on n'a même plus à se lever pour aller fermer la lumière. C'est drôle, mais c'est comme les manettes de télé. Là. Avant, il fallait se lever pour aller changer de poste à la télé. Là, on pouvait rester assis dans notre divan pour faire ça à distance. Puis c'est de prendre conscience que au lieu de s'énorgueillir de plus faire d'efforts physiques puis après de payer pour aller au gym puis faire plus de sport, c'est de se dire, OK, mais comment on peut réintégrer de l'effort au quotidien puis de ne pas voir ça négativement de aussi. Faire des petits gestes, exactement, puis d'être content de célébrer son corps puis ce qu'on peut faire avec nos mains de jour après jour. En tout cas. Fait que c'est ça. Maison, habitude, puis le dernier volet qui est plus mis de l'avant en ce moment globalement, mais ce qui est volet activité, fait que c'est d'essayer des nouvelles activités, de découvrir aussi les nouvelles activités qu'on n'aurait jamais pensé faire avant, tu sais, puis on essaye de mettre ça de l'avant un peu aussi avec le podcast, puis de pas juste parler des trucs conventionnels, genre faire du jogging ou faire du soccer, qui sont des activités comme correctes en soi. Là. Si la personne aime ça, c'est tant mieux, mais il y a des activités comme la slackline qu'on peut introduire, des activités comme la poterie, comme on a reçu Émilie Coquille au podcast, puis c'est ça, tu sais, c'est comme faire de la poterie, ça devient une activité qui est riche en mouvement aussi. Fait que c'est de commencer à répertorier tout l'éventail de ces activités-là sur différentes catégories, différents thèmes, puis les partager, tu sais. Ben, tu parlais du soccer. On a reçu, en fait, Yann Lequéo de l'association de soccer de Blainville. Mais justement, quand on parlait d'un sport classique, on aime le voir sous un nouvel angle ou amener une twist qui peut être le fun. Puis lui, ce qu'on a adoré dans son approche, c'est qu'il prône justement une philosophie d'apprentissage par le jeu pour les enfants. Parce que même dans le monde du sport, ce que nous, on a expérimenté d'être tout le temps structuré, de toujours être dans une mentalité de performance, ça peut limiter l'apprentissage puis ça peut décourager les jeunes. Fait dans le podcast avec lui, on parlait de soccer, mais il nous parlait du fait que ses animateurs puis ses entraîneurs, pour certaines séances, sont déguisés en dinosaures. Puis il va faire des jeux autour des dinosaures pour faire bouger l'enfant, mais sans devoir lui dire, mettons, là, on va pratiquer les pivots, tu vas en faire 50. Tu sais, c'est que ça rajoute un niveau de meaning aussi, de sens à l'activité, que c'est pas juste répète ce mouvement-là 40 fois, mais c'est oh non, là, on va faire un jeu, puis c'est une aventure, puis il faut que tu ailles porter les œufs du dinosaure dans le nid du dinosaure. Tu sais, comme ça devient un jeu, en fait, puis ça rajoute un sens. C'est pas juste mécanique. Même chose avec la balle molle. Tu sais, je me rends compte que si on va un jour faire un atelier de balle molle, mais je sais que je ne vais pas passer un tutoriel de 20 minutes à expliquer les règles puis à dire qu'il y a 9 joueurs. Tu sais, je vais juste présenter des jeux le fun à faire ou des olympiades à faire en famille quand la moitié du monde est poche, mais que c'est des jeux super faciles. Au parc de balle molle, là, je me rappelle d'un été, là, c'était absolument un moment magnifique. Là. Une gang d'adultes, on a fini notre match. On a simplement fait un petit tas de sable puis on a planté un bâton de balle molle dedans pour qu'il tienne au niveau du marbre. On se mettait à la position de lanceur puis on se mettait en file. Puis le but, c'était de lancer une balle sur le bâton pour le faire tomber. Puis on a joué là, pendant au moins 1 heure. Là, parce que c'est vraiment pas facile. Là. Mais c'est aussi simple que ça. Là. Puis ça te pratique à lancer, assurément, là, parce que ça t'apprend à viser. Ça t'apprend la patience. Puis c'est un super beau moment. Fait que je me dis, OK, c'est le genre de truc qu'on veut courir. Là. Bref. Fait que l'Atlas du mouvement. Ça va être ça. L'archer vivante qui est un peu infini. Je pense que c'est ce qui nous allume aussi de dire que, all right, on va travailler là-dessus pour toujours. Puis on dit pas ça comme, c'est pas lourd, là, c'est comme nice, on a le goût de le faire. Fait que c'est ça. Mais là, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être aller voir les questions. Regarder les commentaires, les questions. OK, on va remonter un peu.
OK. Commentaire de Marianne Parent. Perso, j'ai peur des ballons et pourtant j'enseigne la littératie physique. Syndrome d'imposteur. Puis elle rajoute, faut que je vous parle d'andragogie. Il y a de quoi là-dedans qui va vous parler fort dans l'apprentissage adulte. Excellent. On va noter le terme, ça c'est sûr et certain. Mais pour revenir sur les ballons, peut-être oui que c'est un comportement compensatoire. Peut-être. Puis que tu vas être libéré le jour où tu vas accepter pleinement, que t'as pas besoin d'être la meilleure. Mais en tout cas, je sais pas comment l'expliquer. On fait une psychanalyse de Non, mais dans le sens que moi, je me rends compte que je fais ça quand je me sens imposteur, genre je vais essayer d'overcompensate. Ouais, mais en tout cas. À suivre. À suivre. On s'en reparle en privé, Marianne. Je vous écoute attentivement. Merci Martin. On t'écoute. Pour vrai, à chaque fois que Martin Lemony fait un post sur Facebook, on le like puis on l'écoute puis on a un peu en amour. Dominique, ma belle-sœur. Dominique qui dit il faudrait des cours de rattrapage de techniques de base pour adultes. Yes, je suis d'accord. Ouais. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'adulte, si on n'a pas appris les bases quand on était petit, l'activité devient vraiment intimidante parce que là, on veut pas avoir l'air fou non plus. Il y a peut-être ça aussi qu'un enfant a moins d'avoir l'air fou. C'est sûr qu'il l'a, mais moins exagéré. On dirait que plus le temps passe, plus on a peur d'avoir l'air fou. Oui, ça c'est vrai par exemple. Quand on regardait plus le jeu libre puis ce que le lion et la souris fait, ben, on sentait pas que les enfants étaient intimidés par ça. Mais tu dis à un adulte, voici un terrain vague, fais ce qui te tente. On l'a vécu parce qu'ils nous l'ont fait faire. Puis les adultes, on se regardait tous, puis on était comme, par quoi je commence? Puis là, moi, j'ai vu un tas de crêpes, j'ai fait, je vais faire des crêpes je vais faire de la crêpe dans la neige. Puis j'ai réalisé que ça rejoignait l'enfant que j'étais quand j'étais jeune. Mais on est introvertis, on aime être dans notre petite bulle puis faire nos petites affaires. Puis toi, t'as fait une cabane. La première chose, j'ai fait une cabane. J'allais voir dans ta cabane, c'est tout, tu sais. Ouais. Mais bon. Oui, Dominique, je suis d'accord parce qu'on se rend compte aussi que quelqu'un qui est expert dans un sport comme toi, t'as joué au basket, moi j'ai joué à la balle molle. Il y a des choses absolument qui sont transposables d'un sport à l'autre. Ah oui, absolument. Mais il y a des choses que c'est pas transposable, mais comme je sais pas quoi faire, là, je sais pas skier, tu sais, puis j'étais terrorisée à l'idée de prendre leur monte pente. Ça, c'est une anecdote que je raconte, mais comme débutante, j'avais juste peur de ça, puis je me sentais niaiseuse de marcher dans des bottes de... Je savais pas comment marcher dans des bottes de ski, tu croches, t'en avoir l'air comme clumsy, comme maladroite. Puis ça, c'est ça les choses qui me stressaient comme débutante. Fait que c'est le genre d'idée qu'on veut amener, les bases. En tout cas. Marianne Parent dit vous êtes magnifique, gardez ce feu, je vous adore. Bon, on t'adore aussi. Mais là, on va faire ça chaque fin de semaine. Ouais. Là, on t'invite, Marianne. On vous invite tous. Oui, fait que pour boucler la boucle, dans le fond, on s'est rencontrés par un ami commun en photographie. On a fait la tournée de participation ensemble. On est revenu à Montréal. Finalement, on passait une fois à Montréal, tu vivais dans une van. Moi, j'ai repris mon appartement, mais on passait toutes nos journées souvent dans des cafés à travailler chacun sur nos projets. Ouais. Jusqu'au moment, comme v'là 1 an en fait, v'là 2 ans. Ça fait 2 ans ce mois-ci qu'on est ensemble, mais que tu as dit, je pourrais me joindre à Renard parce que je cherchais quelqu'un. À force d'en parler, on remarquait qu'il y avait de plus en plus de liens aussi à faire entre nos projets. Fait qu'on a réussi de les unir. On a décidé de les unir. En fait. Oui, exactement. Puis, fait que là, depuis, on s'est réorienté parce qu'on était vraiment très famille-enfant avant. Mais quand la maman a quitté, on n'a pas d'enfants. Là, fait mais on se rendait compte qu'il y a des adultes sans enfants aussi qui étaient touchés par ce qu'on faisait. Puis, fait qu'on a décidé de nourrir cette voie-là aussi. Fait qu'on s'est repositionné. On a passé des heures et des heures à se cogner la tête au mur, trouver un peu quelle forme ça va prendre parce qu'on avait des valeurs communes, on avait une vision de promouvoir le mouvement, mais c'est comme tellement flou pour certaines personnes. Ouais. Puis là, on s'est dit, OK, là, on le matérialise. Puis c'est ça, comme on disait plus tôt aussi, il a fallu qu'on trouve la façon de le matérialiser. Tu sais, Renard, on voyait que ce qu'on voulait amener, on aurait pu le faire de plein de moyens différents, que ce soit des produits ou des ateliers en personne. Ou, il y a plein de choses qu'on voyait, puis qu'on a même testé à une certaine limite. Là, le processus d'expérimentation, on l'a vécu pour d'autres idées qu'on a eues. Mais il a fallu... la réponse n'était pas à l'extérieur de nous. C'était comme il a vraiment fallu se reposer et se dire, non, qu'est-ce que j'aime faire? C'est quoi ma relation avec le mouvement? Comme, c'est quoi mes forces aussi? Comme, ça paraît stupide, là, mais quand on a réalisé que je m'intéressais beaucoup à la photo vidéo, j'ai un background en génie logiciel, j'ai étudié là-dedans. Donc, comme en production de contenu multimédia, c'est un peu mes intérêts, mes forces sont là-dedans. Puis, même chose de ton côté, ton parcours, on l'a regardé, puis création de contenu, puis
Mais non, on se regarde et on se dit, c'était écrit dans le ciel, mais quand on est dans ce qu'on appelle le messing middle, là, la portion de l'aventure où il y a plein de possibilités puis il faut choisir, c'est vraiment pas... c'est ça. Une expérience d'apprentissage par expérimentation, il y a toujours une étape où c'est vraiment flou puis ça fait peur parce qu'on sait pas où on s'en va. Mais là, on sent qu'on arrive à bout. Puis que là, on est capable de dire non, on veut construire la classe du mouvement. L'aventure continue. Fait qu'on adopte encore cette position-là de on est des éternels apprentis. On se présente pas comme des experts. C'est juste pour nous une aventure de la découverte continue dans le sens que dans les semaines à venir, les mois à venir puis les années, parce que ça nous passionne, on veut juste rassembler des idées, créer des tutoriels puis du contenu pédagogique. Puis rassembler ça sur le web. La forme va évoluer, mais si vous avez envie d'apprendre avec nous, on vous invite à tout simplement suivre l'aventure. On va présenter un peu nos apprentissages au fur et à mesure. Donc, si vous voulez suivre ça, on vous invite à aller au renard.ca/atlas. On va comme mettre à jour un peu cette page-là, encore une fois, au fur et à mesure. Si vous êtes un expert du mouvement, vous avez une expertise quelconque, puis on s'intéresse à vraiment toutes sortes de sports et d'activités et de jeux. Si vous êtes un spécialiste du yo-yo, ça nous intéresse. Vous pouvez aussi nous écrire, puis si on peut mettre en valeur vos idées puis votre connaissance. Oui, que ce soit par Facebook, par le biais du site web, par Instagram, on est facile à trouver, à rejoindre. Là, fait que gênez-vous pas, puis on construit la phase du mouvement. Bienvenue dans l'aventure, puis merci d'être là. À la semaine prochaine? Oui. Yes, à la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a des commentaires avant de partir? Oui. Hey, ça fait 1 heure, wow! Ah, 1 heure pile? OK. On va finir d'abord. Dernier truc pour Francine, la maman de Vincent qui nous regarde. Elle nous avait acheté des belles fleurs. Là, ils sont en train de faner, mais c'est tellement poétique que je les ai quand même laissées. Donc... C'est l'impermanence. Des les choses. fleurs qui fanent. Puis, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on voudrait rajouter? Pour ceux qui ont manqué le début de la conversation, ça va être sur YouTube. Fait que ça a été enregistré. Fait qu'on va le partager sur notre channel YouTube. Yeah! Fait que c'est ça. Parfait. Bonne journée tout le monde.